Un train d'atterrissage cassé, une hélice endommagée, une élève qui vole seule pour la première fois. Aujourd'hui, je vous raconte le vol le plus stressant de ma vie. Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent, un format que je vais appeler Retex pour retour d'expérience et dans lequel je vais vous partager des expériences que j'ai pu vivre dans la pratique de l'aéronautique. Je vous ai fait il y a quelques semaines une vidéo où je vous parlais de l'importance de partager justement ces expériences, les bonnes comme les mauvaises. Je vous mets le lien juste ici et je vous invite, si c'est le cas, à partager également les vôtres dans les commentaires. Si vous aussi vous voulez partager des expériences qui vous sont arrivées dans la pratique des sports aériens, de l'aéronautique, du pilotage en général, n'hésitez pas et on pourrait même en parler dans une future vidéo si ça vous intéresse. Quand on est instructeur, notre boulot c'est d'apprendre à l'élève à gérer son avion et son vol et les 10 à 15 premières heures de vol sont très importantes dans la vie d'un jeune pilote puisqu'elles marquent l'arrivée des premiers vols solo, en tout cas du premier vol en solo. Et oui, ça peut paraître surprenant mais avec moins d'heures de pratique que ce qu'on vous demande pour passer le permis de conduire, vous pouvez vous retrouver à piloter seul à bord d'un avion et ça dès l'âge de 15 ans. Le premier vol solo justement, c'est juste un tour de piste, c'est un vol qui est assez simple, on s'aligne sur la piste, on décolle, on fait un tour de piste et on vient se reposer. Généralement, l'élève aura fait quelques tours de piste en double commande avec son instructeur juste avant. L'instructeur, s'il estime que l'élève a le niveau, laissera partir l'élève seul pour un tour de piste en solo. Et l'instructeur, justement, restera au sol, à l'écoute de la radio et peut parfois intervenir directement à la radio si nécessaire. Ça peut même arriver sur des petits terrains où l'instructeur monte directement à la tour de contrôle pour pouvoir surveiller son élève directement avec l'écoute de la fréquence radio, voir l'avion directement dans le tour de piste, voire carrément échanger avec les contrôleurs et leur demander de passer certaines instructions à l'élève. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de jeter la pierre à qui que ce soit, on n'est pas là pour juger ni l'élève, ni l'instructeur, ni qui que ce soit qui intervient dans cet événement. Le but c'est juste, comme je le disais en début de vidéo, de faire un retour d'expérience, de vous expliquer comment moi je l'ai vécu, les leçons que j'ai pu en tirer, etc. Et pour vous apporter à vous justement une petite part de cette expérience qui pourrait potentiellement vous servir à la fois si vous vous retrouvez dans la situation de l'élève ou dans la situation de l'instructeur. Donc je vous propose une petite mise en contexte. Les événements se déroulent sur l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Sur cet aéroport, on a deux pistes parallèles. Les deux sont orientées 12-30, donc entre le 120 degrés dans un sens et le 300 degrés dans l'autre. La piste principale mesure 2600 mètres, la piste secondaire mesure 1100 mètres. La configuration de piste du jour, justement, ce sont les pistes 12 en service. Et au niveau de la météo, il fait plutôt beau, il y a un tout petit peu de vent du sud pour environ 5 nœuds. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, vous verrez que ce vent du sud, ça a une importance particulièrement à Montpellier sur la piste secondaire. En plus de ça, on a un NOTAM. Les NOTAM sont des informations fournies aux pilotes, au personnel navigant, sur certaines restrictions ou certaines particularités ponctuelles sur des aéroports ou des régions données. Et le NOTAM du jour, justement, il nous dit que la piste principale, la 12 gauche, sera fermée à partir de 17h30, si je me souviens bien. Ça aussi, ça aura son importance dans la suite. On a donc une élève qui s'apprête à faire son premier vol en solo. Elle va initialement décoller avec son instructeur en double commande, faire pour commencer 3 tours de piste sur la piste secondaire, donc la 12 droite, et ensuite finir par 2 tours de piste sur la piste principale, la 12 gauche. Le vol se passe plutôt bien, l'instructeur estime que l'élève est apte à être lâché pour son premier vol, donc retour au parking, débriefing du premier vol, et l'élève repart seul à bord de l'avion. Pendant le retour justement de ce vol en double commande, l'instructeur étant au courant du NOTAM qui stipule que la piste principale sera fermée, il informe la tour de contrôle que l'élève va repartir en solo et leur demande si ça va être ok, si ça va passer par rapport à l'heure de début du NOTAM. Ce que la tour va confirmer, ils vont lui dire qu'il n'y a pas de souci, que l'élève a largement le temps de revenir et de faire son vol. Sauf que ça prend un petit peu plus de temps au débriefing, l'heure du NOTAM arrive et il se retrouve que la piste se retrouve fermée. La piste principale, la 12 gauche, se retrouve fermée. Donc du coup, l'élève remonte dans son avion, fait sa mise en route, commence le roulage, et au moment où elle demande le roulage, eh bien le contrôleur au sol l'informe que la piste principale est fermée, et donc elle va devoir utiliser la piste secondaire. Je fais une petite parenthèse, comme je l'ai expliqué, à Montpellier, la piste secondaire, quand elle est en 12, donc orientée vers le sud, elle est un petit peu particulière, dans le sens où il y a un gros bâtiment juste à côté de l'aéroport, qui est le Sud de France Arena, et quand le vent vient du sud, eh ben, ça crée énormément de turbulences à cause de ce bâtiment, et ces turbulences, elles retombent pile poil sur la finale et le seuil de piste 12 droite. Donc la plupart des écoles à Montpellier, sur l'aéroport de Montpellier, interdisent les vols solo aux élèves quand c'est la 12 droite qui est en service.
Parce qu'à cause de ces turbulences, la finale peut être extrêmement délicate, même pour des instructeurs, même pour des pilotes confirmés. On se retrouve régulièrement à se faire des mauvaises surprises et des petites frayeurs sur l'approche à cause des rabattants qui sont provoqués justement par ce bâtiment quand il y a un vent du sud. Donc ce jour-là, le vent n'est pas très fort, en revanche, il est quand même orienté du sud, donc on a 5 nœuds du sud qui viennent, qui passent sur le sud de France Arena et qui créent des turbulences qui retombent pile poil sur la piste, ce qui fait que la finale sur cette piste est un petit peu compliquée, dans le sens où elle provoque des variations de vitesse et d'altitude assez importantes qui ne sont pas forcément faciles à gérer pour un pilote peu expérimenté, surtout si le pilote en question en est à son premier vol solo et qu'il n'y a pas d'instructeur à bord pour l'aider à corriger ces écarts ou pour reprendre les commandes si besoin. Le problème, c'est que là où l'élève aurait dû refuser de partir en vol, du coup, puisqu'on n'était plus dans les limitations qui étaient imposées par l'école, l'élève prend quand même la décision de partir en vol et donc commence son roulage pour la 12 droite. Elle décolle, elle fait une première approche qui se conclut par une remise de gaz, puisqu'elle s'estime non stabilisée, elle arrive trop sur le plan, donc elle décide de redécoller. L'élève qui part en solo, elle part sur un avion monomoteur Diamond DA40, et pendant ce temps-là, quand elle en est à sa première approche, moi je suis en train d'aller à mon avion avec mon élève, nous on va partir en DA42, donc c'est un bimoteur, pour un vol IFR. Donc quand je suis sur le parking pour aller à l'avion, je vois justement l'élève en solo qui est en train de faire son approche. Je me fais la remarque que justement l'approche est un petit peu haute et que ça serait une bonne idée de remettre les gaz. Et au moment où je finis de penser ça, je vois l'avion qui justement effectue sa remise de gaz. Donc je me dis que tout va bien. Et pour moi, je me dis, bah, ça doit être un premier vol d'instruction autour de piste. C'est normal, c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est en faisant des erreurs. On prend des références. Là, on était trop haut. Là, on était trop bas. La bonne décision, ça reste de remettre les gaz. Jusqu'ici, tout va bien. Avec mon élève, on monte dans l'avion. On commence notre préparation, la mise en route de l'avion, la préparation des plans de vol, etc. On demande le roulage et pendant cette période là qui nous prend environ une dizaine de minutes, l'élève qui est en solo dans le DA40 a déjà fait une deuxième approche sur laquelle elle a rebondi et a décidé de remettre les gaz une nouvelle fois. Donc elle repart et nous on commence notre roulage et en fait on arrive au point d'attente, donc à Roméo Unité, hein, je vous montre sur la carte où ça se trouve à peu près sur l'aéroport de Montpellier, et on voit justement l'élève qui est en train de faire sa deuxième remise de gaz après avoir rebondi. Donc là aussi je me fais la réflexion, je me dis quand même ça rebondit pas mal. C'est bien en tant qu'instructeur de laisser faire l'erreur à l'élève dans une certaine limite. Après, le rebond n'était pas particulièrement violent, donc c'est jamais une bonne chose de laisser rebondir l'avion, mais dans un but pédagogique, ça peut être, si c'est maîtrisé, intéressant de justement laisser voir l'élève à quoi ça ressemble ce type de rebond, pour donner encore une fois une notion de référentiel, quelles sont les limites dans lesquelles on peut évoluer. Et donc, on voit l'avion qui remet les gaz. Sauf qu'au moment où l'avion remet les gaz, nous on est déjà sur la fréquence de la tour, et on entend l'élève qui annonce qu'elle redécolle, et on peut entendre dans la voix de l'élève justement qu'elle est hyper stressée, elle balance un « j'arrive pas à atterrir, putain ». Et moi j'entends ça du coup à la radio, et je suis en train de me dire c'est pas ouf comme situation, et du coup là où je pensais que c'était un vol en double, donc avec un instructeur à bord, je me rends compte que finalement non, l'élève est en solo, puisque jusque-là, moi, je n'étais pas au courant que c'était une élève en solo. Au moment des faits, je suis également responsable de la sécurité des vols dans l'école dans laquelle j'étais, et du coup, je regarde un petit peu sur le planning, qui est l'élève en vol, est-ce que c'est un vol en double, est-ce que c'est un vol en solo, etc. Et c'est là où justement je confirme que c'est une élève en solo. Sauf que, on en est au 3e atterrissage, comme je l'ai dit, le premier solo, c'est censé être un tour de piste, d'accord ? Donc, un décollage, un atterrissage, avec évidemment la possibilité de remettre les gaz, pour pas dire l'obligation, si jamais l'approche se déroule pas correctement, ou si l'atterrissage se déroule pas correctement, hein, donc une approche non stabilisée, une vitesse qui n'est pas propice à l'atterrissage, un rebond qui n'est pas maîtrisé, ou des choses comme ça, les élèves et tous les pilotes sont formés à remettre les gaz dans le cas où ça se passe pas correctement. Vaut mieux refaire un tour et se représenter correctement, plutôt que d'essayer d'insister et de casser l'avion, voire pire. Donc du coup, j'entends l'élève qui réagit comme ça à la radio, et je commence à me dire que ça va pas le faire, parce que premier vol, donc déjà c'est un petit peu stressant, hein, c'est la première fois qu'elle se retrouve seule à bord sans son instructeur à côté. Quand vous faites de la double commande, vous êtes naturellement un peu plus serein, puisque consciemment ou inconsciemment, vous vous dites que si vous faites une erreur, l'instructeur qui est à côté va pouvoir rattraper votre erreur. Lui, il va la voir arriver et il reprendra les commandes avant que l'erreur soit irrattrapable. Sauf que sur le premier vol, comme je disais, c'est la première fois que vous volez tout seul. Vous savez qu'il n'y a personne pour rattraper vos conneries, d'une certaine façon. Et si en plus, le premier atterrissage, ça s'est pas bien passé, vous avez remis les gaz. La deuxième approche, ça s'est pas bien passé, vous avez remis les gaz. Là, on en est à la 3e. Le stress ne fait que monter et du coup, la situation elle va juste
empirer, c'est-à-dire que plus vous allez être stressé, moins vous allez réussir à piloter votre avion correctement, moins vous allez réussir à être précis, et plus vous allez avoir peur d'échouer une nouvelle fois. C'est totalement humain, mais le problème, c'est que ça dessert complètement l'objectif de réussir à atterrir. Donc du coup, moi, quand j'entends ça sur la fréquence, je me dis qu'il va falloir potentiellement rester attentif, parce que l'élève, là, si à la prochaine approche, elle n'arrive pas à se poser, bah, va peut-être falloir intervenir. Donc, comme je disais, son instructeur, lui, il est au sol, à l'écoute de la radio, sauf que dans l'école dans laquelle j'étais, on a bien une radio pour écouter, mais on ne peut pas émettre. Et dans tous les cas, les fréquences radio, ça reste réglementé. Vous ne pouvez pas émettre n'importe comment sur une fréquence radio. Si vous êtes un avion qui est en contact avec le contrôleur, bah, vous pouvez, c'est normal, hein, c'est le principe. Si vous êtes un contrôleur, vous pouvez. Il y a certains véhicules au sol, des véhicules d'aéroport, qui peuvent intervenir sur les fréquences sol ou la fréquence tour s'ils sont sur la piste, notamment pour une inspection de piste ou de l'effarouchage pour éloigner les oiseaux par exemple. Mais si vous êtes juste une station au sol qui n'a pas de légitimité particulière ou d'action particulière à mener avec les contrôleurs, vous n'avez pas le droit d'émettre sur la fréquence. Sinon, ce serait juste n'importe quoi, tout le monde parlerait en même temps et ça ressemblerait à rien, ce serait complètement dangereux pour la sécurité des vols. Donc le problème, c'est que l'instructeur, lui, il se retrouve au sol, entre guillemets impuissant, et lui aussi de son côté, pour en avoir parlé avec lui et pour avoir débriefé après, il est en train de se dire que là, la situation elle est en train de devenir un petit peu compliquée et qu'il va falloir trouver une solution. Donc moi j'entends ça et je dis à mon élève à côté, écoute, on continue comme prévu pour l'instant, mais sois prêt à ce qu'on annule le vol et à ce que je reprenne les commandes, parce que si l'élève a besoin d'assistance, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Son instructeur il est au sol, il ne va pas pouvoir intervenir, nous on est là, on était les seuls en vol, enfin je veux dire j'étais le seul instructeur dans la zone à proximité en vol à ce moment-là. Donc, d'une certaine manière, il n'y avait que les contrôleurs ou moi qui pouvions faire quelque chose pour l'élève. Donc du coup, nous, on annonce au contrôleur qu'on est prêt à décoller et on garde l'écoute sur la fréquence. On fait notre décollage, on part, on passe avec l'approche, et au moment où on contacte l'approche, c'est moi qui reprends la radio, et j'annonce à l'approche que initialement on va maintenir 3000 pieds et voler relativement lentement vers la sortie, qu'on écoute la fréquence tour parce qu'on a entendu qu'il y avait une de nos élèves qui était en difficulté et que si jamais elle n'arrive pas à se reposer la 4e fois, nous on annulera nos intentions de vol pour aller porter assistance à l'élève. Il se trouve que j'ai à peine le temps de finir ma phrase et que j'entends que l'élève, sur sa 4e approche, remet encore une fois les gaz. On entend clairement dans sa voix que le niveau de stress il est encore monté d'un cran et qu'elle est à la limite de paniquer. Donc du coup, moi j'annonce à l'approche qu'on annule nos intentions et qu'on va revenir vers le terrain à vue cette fois pour porter assistance à l'élève. Donc le contrôleur de l'approche me fait repasser avec le contrôleur de la tour. Petite particularité, à Montpellier, il y a 2 fréquences pour la tour. En fait, il y a une fréquence en gros pour la piste secondaire et une fréquence pour la piste principale. Dans l'entre-deux, entre le moment où moi j'ai annulé mes intentions de vol avec le contrôleur de l'approche et le temps qu'on fasse notre demi-tour, le contrôleur de la tour a proposé à l'élève, plutôt que de retenter un 5e atterrissage, une 5e approche, et parce que son collègue de l'approche l'a prévenu que moi j'allais revenir pour porter assistance à l'élève, il a justement dit à l'élève de se mettre en attente et de l'a prévenu qu'un instructeur de l'école allait venir l'aider. Parce qu'en fait, le 4e atterrissage, il ressemble à ça. Allez, super. Allez, elle est bien. Tire, tire, le nez, le nez. Ouh. Elle doit pas Oh. elle est gazée. Non, là. Ouh, ça rebondit. Alors, mais les gaz. Comme vous pouvez le voir sur les images, il est plutôt violent et en fait à ce moment-là, ça tape tellement fort que l'élève endommage son train avant et elle va également toucher les bouts des pales d'hélice. Je vous mettrai à la fin de la vidéo des photos de l'avion une fois qu'il est revenu au parking. Vous allez voir que on a frôlé la catastrophe. Donc du coup, moi je reviens, je repasse avec la tour sur la fréquence de la piste secondaire. Et là, le contrôleur de la tour m'annonce, j'en profite de vous le dire tant que l'élève est sur l'autre fréquence pour pas la mettre sous pression. Sauf qu'on vient de voir son dernier atterrissage, elle a tapé très fort, on a vu énormément de fumée au niveau des pneus, et vu l'attitude qu'avait l'avion, vu l'assiette qu'avait l'avion, on pense qu'elle a potentiellement aussi touché l'hélice et endommagé l'hélice. Donc ça, à ce moment-là, c'est juste des suppositions de la part de la tour, qui est assez loin de la piste secondaire, hein. Elle doit être entre 5 à 700 mètres à peu près du seuil de piste. Donc moi, le contrôleur me donne ces instructions-là, donc de mon côté, c'est pareil, hein, petite montée de stress, parce que jusque-là, pour moi, l'élève avait juste fait des remises de gaz, avait juste interrompu son approche, elle avait peut-être fait un rebond ou deux, mais dans l'absolu, il n'y avait rien de si grave que ça. Elle était stressée, mais l'avion allait bien. Sauf que là, en fait,
on monte d'un cran puisque le contrôleur m'annonce que potentiellement l'avion est endommagé. Donc moi dans l'idée, quand j'ai annoncé au contrôleur de l'approche que je voulais revenir pour porter assistance à l'élève, j'ai été dans l'armée de l'air pendant 8 ans, et quand on faisait des vols solo, on avait toujours ce qu'on appelle un assistant solo. Donc c'est-à-dire un instructeur, soit en vol seul, soit en double commande avec un autre élève, qui veillait la fréquence et qui pouvait porter assistance si nécessaire aux élèves en solo dans la zone dans laquelle il évoluait. Donc du coup, moi c'est un petit peu le premier truc qui me revient à l'esprit, c'est, bah tiens, à l'époque on faisait comme ça, je sais le faire, donc pourquoi pas, s'il y a besoin. Donc dans l'idée, c'était juste de rejoindre l'élève, de la calmer dans un premier temps, de pouvoir échanger avec elle sur la fréquence, de faire redescendre l'impression et de la guider sur l'approche. Pourquoi est-ce que l'élève a eu autant de mal à faire ses approches? En fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier, comme je l'ai dit juste avant, ça va être le stress. Premier vol solo, personne pour rattraper vos bêtises si vous en faites, plus 3 voire 4 dans ce cas-là, atterrissages échoués pour différentes raisons. L'autre facteur qui pour moi est l'un des plus importants, c'est que le DA40, c'est un bon avion, sauf que l'élève qui est dans l'avion, elle est relativement légère, l'avion en lui-même, à ce moment-là, est relativement léger parce qu'il n'a pas les pleins complets, et ce vent du sud, là, qui vient créer des turbulences. Pour les vitesses d'approche sur cet avion, le constructeur préconise des vitesses entre 65 et 70 nœuds. Nous, à l'école, on avait pour consigne, puisque la plupart des vols se font en double commande ou avec les pleins complets, d'avoir une vitesse minimale d'approche de 70 nœuds. Mais en fait, ça, c'est valable quand l'avion est relativement lourd. Là, avec moins de carburant et avec une élève relativement légère, seul à bord et sans instructeur, donc sans poids supplémentaire, l'avion, il est hyper léger. Et l'inconvénient, d'une certaine façon, de cet avion, qui est un avion avec une conception relativement récente, qui est très aérodynamique, qui génère relativement peu de traînées, comparé à des avions plus classiques du genre PA-28 ou Cessna, et bien le problème c'est que l'avion il veut pas ralentir. Et que si vous arrivez trop vite, dans la configuration dans laquelle on est, où il fait relativement beau, la piste est chaude, donc on a une espèce de coussin d'air chaud au-dessus de la piste qui va créer pas mal d'effets de sol. L'avion a une envergure relativement large. À la base, Diamond, ils faisaient des planeurs, donc leurs avions, ils planent vachement bien, même sans moteur. Donc quand vous avez un moteur qui vient vous rapporter de l'énergie en plus, forcément l'avion il a qu'une envie, c'est de voler, et il veut pas ralentir, il veut pas se poser. Donc vous arrivez un petit peu trop vite, vous rentrez dans l'effet de sol, l'avion se pose sur un espèce de coussin d'air au-dessus de la piste, et il veut pas descendre. Avec en plus ces 5 nœuds de vent qui, dans l'absolu, sont pas énormes, sauf que c'est juste ce qu'il faut pour entretenir cet effet de sol, pour entretenir cet effet que l'avion ne veut pas se poser, surtout si vous avez un petit peu de vitesse en trop. Donc tout ça cumulé avec le stress, etc., une élève qui n'a pas forcément toutes les ressources nécessaires dues au stress justement pour gérer tous ces facteurs, eh ben on se retrouve dans une situation où on a une élève qui essaye de se poser à tout prix, et un avion qui n'a pas envie de le faire. Donc du coup, c'est ça qui nous met dans cette situation-là. Donc dans tout ça, moi, je reviens vers l'élève, le contrôleur de la tour, donc toujours sur 118.2, me donne toutes les dernières infos, il me dit qu'ils ont mis l'élève en attente sur la piste principale, qu'ils ont réouvert exprès pour elle, pour permettre à l'élève de se poser. L'avantage de la piste principale, c'est qu'elle est plus longue, elle est plus large, et elle subit pas les turbulences dont je parlais tout à l'heure. Dans l'entre-deux, donc l'élève, elle est mise en attente, donc elle est en train de faire des ronds au niveau à peu près de la fin de vente arrière de la piste 12 gauche. Et donc le contrôleur m'annonce tout ça, et ensuite il me dit, on vous a libéré la fréquence de la piste principale, donc 118.775. On a mis tous les autres avions qui étaient à l'approche en attente. La fréquence est à vous, on vous laisse gérer, on n'intervient que s'il y a besoin pour la sécurité ou quoi que ce soit. Et là, il me fait changer de fréquence. Donc je bascule sur l'autre fréquence, j'entends le contrôleur qui est en train d'annoncer à l'élève que justement, il y a un instructeur qui est en train d'arriver, qui va se rapprocher d'elle pour justement l'aider à gérer tout ça. Moi, juste avant, j'avais passé l'info au contrôleur que j'allais potentiellement venir rassembler l'avion, donc pour me mettre en patrouille à côté de l'avion, pour pouvoir visuellement inspecter les dégâts qu'il y a sur l'avion, pour pouvoir donner des infos cohérentes, des instructions utiles à l'élève, et pas juste lui dire bah ok on y va, on se pose et puis c'est tout quoi. Donc du coup on fait ça, le contrôleur annonce à l'élève de rester sur sa position, de continuer à faire des ronds, moi je suis en train d'arriver vers elle, je prends contact avec elle, elle est encore hyper stressée, la communication initialement elle est un petit peu compliquée dans le sens où sur les vols de formation en école pro, en tout cas dans celle dans laquelle j'étais, la plupart des échanges radio se font en anglais. L'élève qui est dans l'avion est francophone, sur un terrain francophone, le contrôleur était en train de lui parler en français et c'est des choses qu'on a tendance à faire surtout quand on est dans une situation très stressante où il y a un danger, plutôt que de prendre le risque d'une incompréhension en utilisant une langue qui n'est pas la langue maternelle d'aucun des deux intervenants, ou des trois intervenants dans notre cas. On va plutôt utiliser le français, au moins comme ça, tout le monde est sûr de bien se comprendre.
Sauf que l'élève est tellement stressée qu'elle n'arrête pas de switcher entre le français et l'anglais. Elle veut faire des collationnements qui ne sont pas forcément utiles à ce moment-là. Bref, elle s'embrouille un petit peu les pinceaux. Donc moi, le premier truc que je fais, c'est d'essayer de la calmer. Je lui dis que justement, on n'est plus là pour faire de l'instruction, etc. On est là pour la ramener au sol en toute sécurité. Donc je lui dis de respirer, de rester sur sa position, de bien stabiliser son avion, de tenir ses paramètres. Et pendant ce temps-là, moi j'arrive. Donc justement, je lui demande ses paramètres, sa vitesse de vol, dans quel sens elle est en train de faire ses virages, etc. Donc pour le coup, elle est en train de faire des orbites en virage à gauche. Moi, je suis en train d'arriver, donc je vous mets sur la carte de Montpellier les trajectoires des deux avions, donc où est-ce qu'elle se situe et par où moi j'arrive. Et justement, je suis en train de me rapprocher d'elle avec le DA42. Là, on va se retrouver dans le premier petit problème, si je puis dire. Alors, c'est un problème qui est gérable, mais ça va être la différence de vitesse entre les deux avions. Comme je l'ai dit juste avant, un DA40, ça va voler aux alentours des 65-70 nœuds en approche. On est à peu près autour des 80 nœuds dans l'avant-arrière. Le DA42, à l'atterrissage, on est plutôt à 85-90 nœuds et une centaine de nœuds dans l'avant-arrière. Donc on a ce delta de 20 à 30 nœuds entre les deux avions pour les mêmes phases d'approche. Sauf que moi, il va potentiellement falloir que je me mette côte à côte avec cet avion pour pouvoir la ramener au sol. Et l'idée, c'est un petit peu de piloter son avion à la voie en fonction de ce que je vois depuis mon avion à moi. En parallèle de ça, je passe comme instruction à mon élève, donc c'est moi qui les commande à ce moment-là, et je lui dis à lui, surtout tu regardes bien dehors. Si jamais tu vois le moindre danger, le moindre truc, quoi que ce soit, tu n'hésites pas à me le dire et à intervenir. Parce que moi, je vais être focus sur son avion à elle, je vais potentiellement pas ou très peu regarder mes instruments. Je vais voler, je vais utiliser l'avion dans un domaine de vol qui est très proche des limites. Donc surtout, n'hésite pas à m'assister en fait dans la gestion des paramètres de l'avion et dans la surveillance du ciel alentour. Même si on sait que les contrôleurs nous ont dégagé toutes les zones, deux paires d'yeux, c'est toujours mieux qu'une. Donc je me rapproche de l'élève et en fait, au moment où j'arrive, première chose qui se passe, c'est que je sais pas pourquoi, elle inverse son sens de virage. Donc nous, on était en train de s'approcher avec le DA42 et à ce moment-là, elle est en train de commencer à tourner dans l'autre sens. Donc je fais un premier évitement. Alors on s'est pas croisé à 2 mètres l'un de l'autre, j'étais relativement loin, sauf que ça délaie un petit peu plus l'intervention dans le sens où moi je suis obligé de m'écarter pour revenir me représenter dans l'autre sens. Finalement, j'arrive à la rejoindre, je lui demande de garder au moins 90 nœuds pour que moi je sois pas trop pénalisé avec le DA42. Et du coup, j'arrive à me mettre à côté de son avion. Donc je me mets à la gauche de son avion. Entre-temps, je lui explique à elle, le plus calmement que je peux, que je vais me rapprocher de son avion, qu'elle doit continuer à piloter comme si j'étais pas là. Il faut qu'elle continue de faire ses virages stabilisés pour que moi je puisse me rapprocher. Le problème, c'est que je me rends compte qu'en virage, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit et d'une certaine manière, elle va pas me voir. Donc je lui dis d'arrêter son virage et de se diriger grosso modo vers l'est de Montpellier à 90 nœuds pour que je puisse me mettre à côté, en vol, en palier, stabilisé. Je lui dis bien que surtout, il ne faut pas qu'elle tourne la tête pour me regarder, parce que le risque dans ce cas-là, c'est que si jamais elle tourne la tête pour me regarder, l'avion va avoir tendance à suivre le regard, ce qui veut dire qu'elle va tourner droit vers moi et on va se retrouver dans une situation qui est compliquée. Donc je commence par m'approcher relativement loin d'elle, et je me rapproche petit à petit. Et c'est là que je commence à me rendre compte de l'étendue des dégâts. Donc là, je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, moi, le stress, il fait un sacré bond aussi, parce que ce que je vois là, c'est clairement pas rassurant, dans le sens où la roue avant de l'avion, qui est censée être dans ce sens-là, donc le pneu dans le sens de l'avion, comme sur une voiture, au lieu d'être alignée comme ça, la bande de roulement, elle est à 90 degrés sur le côté. Je vois la roue de l'avion qui est littéralement penchée, tordu sur le côté. Donc là, je me rends compte que le train avant de l'avion, il sert littéralement plus à rien. Et je commence à me faire tout un scénario dans ma tête, à me dire, ok, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il faut que je dise à l'élève? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je lui dise? Est-ce que je lui annonce que son train, il est complètement défoncé? Est-ce que je lui dis pas pour éviter de la stresser? Et en fait, donc j'essaye donc à 3000 à l'heure de me passer tous les scénarios en tête. Ce que je crains le plus à ce moment-là, c'est qu'au moment où l'avion va toucher le sol, vu qu'il n'y a plus de train avant, l'élève aura plus de dirigeabilité, elle sera plus capable de contrôler le déplacement latéral de son avion sur la piste. Donc le problème, c'est que si jamais elle rencontre la moindre bosse, le moindre trou, ou que l'avion commence à partir vers le bord de la piste, l'effet se déroule au mois de novembre, donc l'herbe autour de la piste, la terre autour de la piste est relativement molle, relativement humide. Donc moi, ce que je me dis, c'est que si jamais elle commence à partir vers le bord de la piste, le train avant, vu que la roue elle est plus là, c'est le métal qui va frotter par terre,
Le train avant sur un DA40, c'est ni plus ni moins qu'un tube en métal. Si jamais ce tube il se plante dans la terre, ce qui va se passer, c'est qu'avec l'élan de l'avion, l'avion va se retourner et elle va se retrouver complètement à l'envers. Dans le meilleur des cas, l'avion posé sur le toit. Dans le pire des cas, elle se retrouve carrément écrasée sous l'avion. Donc là, c'est pour ça que le stress, moi, il commence à monter un petit peu parce que je me dis que là, la décision que je vais prendre, les instructions que je vais donner à l'élève, ça va conditionner la réussite de l'atterrissage et potentiellement sa survie. Là, on est quand même dans un cas où c'est très très chaud parce que autant un pilote expérimenté, on sait qu'on a un pneu crevé, on sait qu'on a un train endommagé, on va être capable de gérer l'avion, on va savoir quelle méthode appliquer, on va potentiellement garder le néo de l'avion le plus longtemps possible pour éviter justement de planter le nez, sauf que là, on est sur une élève qui fait son premier vol solo. Et que moi, je dois littéralement piloter son avion à la voie sans être dedans. Et donc du coup, également de prendre la responsabilité de cet atterrissage et potentiellement de la survie de l'élève. Donc non seulement d'un côté, il y a tout l'aspect réel de la chose, c'est-à-dire que si je lui donne une mauvaise info ou si je la guide mal, potentiellement je la tue. Et il y a également le côté légal, juridique, que si jamais j'échoue dans cette entreprise de ramener l'élève au sol correctement, moi je peux littéralement finir en prison pour homicide. Donc évidemment, tout ça, ça contribue au stress. Le mien, je veux dire. Donc je redis une nouvelle fois à mon élève, surtout t'hésites pas, si tu vois le moindre truc qui va pas, etc., t'hésites pas à intervenir et à me le dire. Et moi, je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire à l'élève. Pendant une fraction de seconde, je me dis, on va pas lui dire, parce que ça va juste la stresser encore plus, et ça va pas forcément nous servir. Sauf que juste après, je me dis que si je lui dis pas, forcément, elle va pas piloter son avion en conséquence, surtout sur la partie où elle va se retrouver au sol, après le contact des roues avec le sol. Si elle sait pas qu'elle peut pas se reposer sur son train avant, si elle sait pas qu'elle peut pas contrôler son avion, le problème c'est qu'elle va se poser comme d'habitude, et là elle va se faire surprendre, et elle va pas être capable de réagir correctement, et c'est là où ça va merder. Donc du coup, je prends la décision de lui dire, et la difficulté c'est vraiment de garder le plus grand calme possible dans la voix, de vraiment essayer de rester le plus serein possible, parce que si moi dans ma voix on entend que je suis stressé, c'est clair et net que mon stress, je vais lui transmettre. Donc encore une fois, le but du jeu, c'est elle de la faire redescendre au niveau du stress, pour la rendre de nouveau capable de gérer son avion, de piloter son avion, et en même temps de lui donner toutes les infos utiles, tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse poser l'avion avec un maximum de sécurité. Donc je prends la décision de lui dire, et je lui explique, je lui dis, bon, surtout, tu paniques pas, sur ton dernier atterrissage, tu as endommagé le train avant, donc on va partir du principe qu'il ne sera pas utilisable. Donc quand tu vas te poser, le but du jeu, ça va être de garder le nez de l'avion haut le plus longtemps possible, c'est-à-dire de tenir l'avion en équilibre sur les trains principaux le plus longtemps possible. Petit aparté, une des craintes des élèves sur cet avion à l'atterrissage, c'est de faire ce qu'on appelle un tail strike, c'est-à-dire de toucher la queue au moment de l'arrondi. Quand vous atterrissez avec un avion, vous relevez le nez pour que le train principal touche en premier la piste, sauf que le DA40, il a un fuselage et une queue qui est relativement longue, et les élèves peuvent avoir peur de trop arrondir, justement de trop relever le nez et de toucher la queue de l'avion sur la piste en même temps que le train d'atterrissage. Donc là, je lui dis bien, même si tu fais un tail strike, on s'en fout. Et à la limite, c'est même mieux. L'avion, il est renforcé au niveau de la queue, à l'arrière, on a une plaquette en métal qui sert justement à pas endommager la structure en cas de tail strike, qui sert un peu à encaisser le choc. Je lui dis là, c'est limite ce qu'on veut, parce que l'avantage, c'est que si tu touches la queue, ça va t'aider à freiner, et ça t'aidera aussi, ça fera un troisième point de contact qui aidera l'avion à rester relativement stable sur sa trajectoire. Donc je dis là, on s'en fout d'essayer de ne pas endommager l'avion, etc. Je me comprends, le but c'est pas de le cracher l'avion. Mais on s'en fout si on raye une petite plaque en métal. Là, le but du jeu, c'est de se poser vivant. Donc je lui dis, n'aie pas peur du tail strike, voire à la limite, va chercher le tail strike pour pouvoir garder le contrôle de ton avion. Et en même temps, je lui dis, si jamais tu as des affaires, donc ton casque, ta planchette de vol, enfin le casque elle l'a sur la tête, mais ta planchette de vol ou ton iPad ou quoi que ce soit qui traîne sur le siège à côté de toi, je lui dis, tu mets tout derrière, pour éviter, si jamais l'atterrissage est un peu brusque, que tous les objets se mettent à voler dans l'avion si jamais elle fait une sortie de piste ou quoi que ce soit. Donc je lui dis de tout mettre derrière, de bien resserrer sa ceinture pour être le plus solidaire du siège possible et éviter qu'à l'atterrissage, encore une fois, si jamais il y a des bosses ou si jamais l'avion est incontrôlable ou quoi que ce soit, qu'elle se prenne le tableau de bord dans la tête ou qu'elle se retrouve à voler un petit peu à l'intérieur de la cabine de l'avion. En parallèle de ça, donc je lui dis de continuer et je commence à la guider pour la faire revenir au début du tour de piste pour la 12 gauche, pour lui permettre, encore une fois, de souffler, de se remettre un petit peu dans le cadre du tour de piste, de la ramener dans un domaine qu'elle connaît, dans un domaine qu'elle a pratiqué ne serait-ce qu'une heure avant avec son instructeur, lui redonner des références connues. C'est du facteur humain. Si vous êtes dans quelque chose de connu, vous allez être plus à l'aise, le niveau de stress va diminuer, puisque là, ça va plus être l'expérience, les connaissances, les réflexes qui vont prendre le dessus
plutôt que de se dire je suis complètement perdu, je sais pas quoi faire, c'est un domaine que je connais pas, je sais pas comment réagir. Donc là, l'idée, c'est de la remettre dans une situation qu'elle sait gérer, pour laquelle elle connaît les paramètres. Je la ramène en tour de piste et je lui demande de m'annoncer ses paramètres justement, sa vitesse, sa configuration, etc. Donc on fait le tour de piste. J'aime autant vous dire que moi, avec le DA42, j'ai le nez en l'air, je suis accroché au moteur. Le DA42, il aime pas du tout et j'ai des alarmes qui gueulent dans tous les sens parce que je suis à relativement forte incidence. J'ai les volets sortis pour pouvoir maintenir une assiette qui n'est pas complètement comme ça et surtout pouvoir voler à une vitesse plus faible sans risquer de décrocher. Sauf que le DA42, c'est un avion qui a un train rentrant et là pour le coup, le train, moi je le laisse rentrer parce que si je le sors, je vais avoir énormément de traînées et je vais pas pouvoir rester, je vais pas être stable en fait à côté du DA40. Donc je garde le train rentré et forcément, moi, le DA42, il est en train de voir que je suis en train, grosso modo, de me configurer pour l'atterrissage, sauf que j'ai pas le train sorti. Donc j'ai l'alarme du train non sorti qui gueule constamment, qui est un facteur un petit peu handicapant dans cette situation-là, puisque ça vient rajouter une perturbation sonore, ça vient rajouter potentiellement du stress, puisque c'est une alarme qui est relativement stridente. Et sur cet avion, en tout cas sur cette version du DA42, on ne peut pas la couper l'alarme, ce qui est relativement normal dans l'absolu, puisque c'est pour vous éviter de vous poser sur le ventre. Mais du coup, voilà, c'est un facteur qui arrive un petit peu, en fonction de mes variations de vitesse, et spécifiquement sur le DA42 de la position des manettes de gaz, j'ai l'alarme de train qui n'arrête pas de sonner, s'arrêter, etc. Donc je continue à guider l'élève, à lui faire prendre ses 80 nœuds pour sa vente arrière, je m'éloigne un petit peu pour ne pas risquer d'être conflictuel, puisque, encore une fois, je suis en train d'utiliser mon avion à la limite de son domaine de vol. Si jamais moi je perds le contrôle de mon avion, déjà il faut que je puisse avoir la place de récupérer le contrôle, et surtout il ne faut pas que je lui rentre dedans à elle. Donc on fait le tour de piste, on fait la vente arrière, on arrive en étape de base. Donc l'étape de base, c'est le moment où on commence à descendre. La vente arrière, ça se fait en palier, à 1000 pieds par exemple, à Montpellier. Au niveau de l'étape de base, c'est là où on commence à descendre vers la piste. Sauf que si vous commencez à descendre, la gravité aidant, l'avion va avoir tendance à accélérer. Comme je le disais tout à l'heure, le DA40, c'est un avion qui est très fin, là elle va mettre le nez bas, l'avion va commencer à accélérer. Donc je lui dis bien de réduire sa puissance moteur, je lui donne même à quelle valeur régler sa puissance moteur, et je lui dis de toujours m'annoncer sa vitesse toutes les 5 à 10 secondes. Comme ça, moi, je peux aussi la guider dans quel sens adapter son régime moteur, sa puissance moteur, pour pouvoir garder l'avion dans une plage de vitesse qui va lui permettre de se poser. Parce que si jamais elle est encore une fois en train d'arriver trop vite, l'avion va jamais pouvoir se poser, on va devoir refaire une remise de gaz, et ça va remonter son niveau de stress comme jamais. On arrive en finale, donc c'est-à-dire la dernière branche, alignée avec la piste, juste avant l'atterrissage en lui-même. C'est là où elle commence à repaniquer un petit peu, parce que forcément, elle vient d'essayer de se poser 4 fois de suite, 4 fois ça n'a pas marché. Je viens de lui dire qu'elle a endommagé son avion sur la 4e tentative, donc elle commence à stresser, et elle commence à me dire « Ah, je vais trop vite, je vais remettre les gaz ». Donc là je lui dis « Non, surtout pas ». Je lui dis, tu continues, tu réduis un peu les gaz, tu relèves un petit peu le nez de l'avion. C'est pas grave si tu es un petit peu au-dessus du plan, si tu es un petit peu rapide. On a 2600 mètres de piste, on a largement de quoi poser l'avion. Encore une fois, le but du jeu là, c'est pas de faire le plus bel atterrissage de sa vie, c'est de se poser en sécurité et sans dommage derrière. Sans dommage pour elle, j'entends, sans blessure, etc. Évidemment, pendant ce temps-là, les pompiers de l'aéroport ont été alertés, ils sont prêts sur les bretelles d'accès de la piste, et ils sont prêts à intervenir. Donc moi, je suis toujours en patrouille à côté de l'avion, donc on a littéralement les deux avions qui sont en train d'approcher ensemble, elle alignée sur la piste, moi légèrement décalé sur la gauche de la piste, et je suis en train de la guider à la voie, elle m'annonce ses vitesses, etc. Je la vois passer le seuil de piste, et là on arrive dans une phase qui est critique sur deux aspects. Critique pour elle, parce que c'est le moment où on va faire l'atterrissage, et j'ai envie de dire, c'est un petit peu la dernière chance de le faire, compte tenu des événements. Il est un petit peu tard dans l'absolu pour faire une remise de gaz. Et l'autre aspect critique, c'est que moi, là, je suis littéralement à peine 100 pieds, avec un avion qui n'a pas le train sorti, pas aligné sur une piste, en train de regarder un avion qui est en train de se poser, donc pas en train de regarder mes paramètres. Et là, merci à mon élève d'avoir gardé les yeux dessus pour augmenter un petit peu la sécurité à bord de l'avion. Et petit détail intéressant, c'est que dans tout ça, j'oublie un léger détail, c'est qu'à l'opposé de la piste, il y a l'antenne de l'ILS. Voilà, et moi je suis en train de m'aligner pile poil dessus, et qu'en face de nous, si jamais je continue trop longtemps à cette altitude, je risque de me payer l'antenne dans la tête. Ça, j'y repense juste après, je vais vous réexpliquer. Donc l'élève fait son approche, elle arrive à la bonne vitesse, elle lève le nez de l'avion, et pendant cette phase-là, donc moi je suis en train de la guider, je lui dis, ok, maintenant tu fais ton arrondi, tu lèves le nez, je vois le train principal qui touche, et au moment où ça touche, donc je lui dis, là maintenant tu gardes le nez haut, n'hésite pas à faire toucher la queue de l'avion.
Donc je la vois poser tranquillement, l'avion se pose bien, il rebondit pas, il n'y a pas de perte de contrôle, elle reste bien alignée sur la piste. Je vois juste le nez de l'avion redescendre et au moment en fait où le train avant va toucher le sol, je vois la roue qui se détache et qui part littéralement sur le côté. Et c'est là où je me dis, en fait, c'est maintenant le moment de vérité. C'est-à-dire que le tube en métal, là, le seul truc qui reste à l'avant de l'avion, si jamais il attrape le moindre caillou, la moindre crevasse, la moindre aspérité dans la piste et qu'il y a encore trop de vitesse, bah, ce qui va se passer, c'est que l'avion il va capoter, il va passer sur le toit, et c'est là où ça va être problématique. Sauf que, eh ben, ça se passe nickel, l'avion il reste pile poil sur la ligne, il a dû s'arrêter en 30 ou 40 mètres maximum, ce qui est très court, même pour un DA40, et il est resté parfaitement droit, parfaitement centré sur la piste. Donc là, moi j'ai tout le stress qui redescend d'un seul coup, parce que je me dis c'est bon, elle est posée. Elle, je la rappelle, je lui dis c'est bon, t'es posée, t'es au sol, il n'y a plus de danger, tu coupes le moteur, les pompiers arrivent, et tu suis ce qu'ils te disent. Elle quitte la fréquence, j'entends dans sa voix que c'est pareil, ça redescend un peu, toute la pression là qui est en train de redescendre, et c'est à ce moment-là où moi je percute qu'en face de moi, il y a un obstacle et qu'il va peut-être falloir que je remonte à un moment donné. J'annonce au contrôleur que l'élève est posé, je remets les gaz, et je lui demande de rejoindre l'autre piste pour me reposer, puisque bah, forcément, hein, la piste principale à ce moment-là, elle est plus utilisable puisqu'il y a un avion endommagé qui est posé dessus avec accessoirement 2 camions de pompiers autour. Donc je demande à rejoindre l'autre circuit de piste pour me poser sur la piste secondaire. Sauf qu'avec la redescente de tout le stress, etc., bah, moi dans l'avion, je suis comme ça. Donc je dis à mon élève, bah écoute, tu sais quoi, reprends les commandes, moi j'ai besoin de 2-3 minutes là pour souffler, pour redescendre un petit peu. Il fait son tour de piste et moi je reprends les commandes juste à l'atterrissage pour le poser sur la petite piste en sécurité. On dégage la piste et là, c'est là où moi je redescends complètement. Je laisse l'élève faire le roulage jusqu'au parking et le contrôleur du sol, justement, me rappelle et me fait un petit compte-rendu rapide. Il me dit que les pompiers sont sur place, que l'élève va très bien, qu'elle n'est pas blessée, elle est juste un petit peu choquée, etc. Et que tout s'est bien passé, que l'incident est clos, entre guillemets, enfin qu'en tout cas tout le monde est en sécurité. Donc je vous mets quelques photos de l'état de l'avion après l'atterrissage, où vous pourrez justement voir un petit peu l'étendue des dégâts, notamment le train avant, à quel point l'axe de la roue a été tordu. L'axe en lui-même a pris 90 degrés par rapport à sa position normale. Donc voilà, en conclusion, ça se finit plutôt bien. Donc encore une fois, plusieurs facteurs contributifs à tout ça, hein. Le stress du premier vol, le NOTAM qui arrive pile au moment où l'élève doit partir en solo et qui ferme la piste principale qu'elle était censée utiliser, les conditions météo et l'avion en lui-même dans sa configuration où il est relativement léger qui font que ça aide pas forcément à faire une approche stabilisée et à rendre l'atterrissage facile, je dirais. Et les points qui nous sauvent un petit peu, c'est le fait que justement il y ait un instructeur qui parte en vol et qui voit la scène, qui voit les tentatives d'atterrissage et surtout qui entend la radio à ce moment-là, en l'occurrence moi. Et c'est là où l'expérience aussi rentre en compte, c'est que la gestion des élèves en solo, au moment des faits, hein, je dois avoir de mémoire quelque chose comme 3000-3500 heures en instruction. Donc gérer des élèves en solo, être attentif à l'intonation de la voix, à leur état d'esprit, etc. C'est quelque chose qu'on apprend hein, au fil du temps. Et c'est là où je me rends compte, par l'intonation de la voix à la radio, que ça va pas. Et que du coup, grâce à mon background militaire, je peux prendre la décision de me dire « Oula, il va peut-être falloir assister l'élève, potentiellement faire un vol en patrouille avec un élève qui ne sait pas le faire, parce que ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Hein. Faire de la patrouille, dans l'absolu, c'est pas compliqué en soi. Si les deux ou les plusieurs avions qui sont impliqués dans la patrouille savent comment faire du vol en formation, c'est pas gênant, tout le monde connaît les procédures de sécurité, etc. Mais le faire avec une élève qui non seulement est stressée, un avion endommagé, et qui ne sait pas faire du vol en formation, ça peut vite devenir compliqué. Alors encore une fois, hein, c'est la décision que j'ai prise sur le moment. Il n'y a rien qui dit que c'était la meilleure décision à prendre, il n'y a rien qui dit que c'était la pire décision à prendre. Dans tous les cas, ce qu'il faut être conscient, dans des gestions d'incidents ou d'accidents comme ça, les seules choses qui comptent, à mon sens, c'est le résultat. Dans le sens où là, on a une élève qui n'arrivait pas à se poser, on a un avion qui est endommagé, et au final, on a quand même l'avion qui revient au sol, et l'élève qui est sain et sauve. Pour moi, c'est tout ce qu'on a besoin. Les critiques que j'ai pu voir sur d'autres incidents, par exemple avec des gens à qui il n'est jamais rien arrivé, voire pire, qui n'ont jamais volé de leur vie, et qui viennent vous dire « Ah ouais, mais là, lui, il a fait ci, alors que dans les bouquins, ils disent qu'il faut faire ça, etc. » Ouais, mais attends, garçon, est-ce qu'il est vivant? Oui. Est-ce que ses passagers sont vivants? Oui. L'avion, il est endommagé? Peut-être un peu. Mais il n'y a pas de mort. Ni dans l'avion, ni à l'extérieur. C'est tout ce qui compte. Et en fonction de la situation, ce qui est écrit dans les bouquins, c'est une chose, et dans 99,9% des cas, ça fonctionne, et c'est bien pour ça qu'on l'a écrit dans les bouquins, sauf que parfois, et je pourrais vous en parler dans un prochain épisode sur d'autres événements qui me sont arrivés, parfois, il faut dévier un petit peu
des textes, parce que si on applique le texte, eh ben, dans un cas spécifique, et par exemple ça s'est bien vu dans le cas de l'A320 aux États-Unis qui s'est posé sur l'Hudson River, eh ben, appliquer les textes, appliquer les checklists telles qu'elles sont écrites à ce moment-là, bah, c'était pas la bonne chose à faire. Donc voilà, encore une fois, le but de cette vidéo, ça n'a pas pour objectif de critiquer qui que ce soit, ni l'élève, ni son instructeur, ni le bureau d'enquête, ni l'aéroport, ni quoi que ce soit. En parlant du bureau d'enquête analyse, le BEA, qui est l'organisme qui enquête justement sur tout ce qui est incidents et accidents aéronautiques en France, je vous mets le lien en description pour aller voir leur compte-rendu directement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager vos propres expériences. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine.